Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus et je vais aujourd'hui vous présenter les concours. Je vais aussi en profiter pour parler de Parcoursup avec vous et voilà, vous donner un maximum d'informations. La réunion d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Je vais aussi vous envoyer le replay de la conférence. Enfin, donc, je vous enverrai le replay de la conférence demain. Je vous enverrai aussi les slides. Donc, si vous avez besoin de prendre en photo les diapositives, vous embêtez pas à le faire. Demain, vous aurez toutes les informations. Euh, On va faire une partie présentation qui va durer une bonne trentaine de minutes et ensuite je prendrai le temps de répondre à vos questions que vous pouvez me poser dans le chat si besoin. Donc, d'abord, une petite présentation des concours. Si jamais voilà, vous êtes en terminale, vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, toutes les meilleures écoles, ou quasiment toutes, se trouvent dans les concours Access et César. Je vais revenir en détail sur les écoles et vous donner un maximum d'informations juste après. Mais je vais d'abord vous présenter les écoles des concours. Donc, au concours Access, vous avez trois écoles, IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et ces trois écoles proposent des programmes en 5 ans qu'on appelle programme grande école. Donc, quand vous faites un programme en 5 ans, vous avez 5 ans dans l'école et à la fin, vous avez un grade de Master 2 quand vous êtes diplômé. OK? Pour rentrer dans les écoles du concours Access, vous avez trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Et ensuite, vous avez des épreuves orales si vous êtes admissible. Euh, les programmes grande école en 5 ans, ça correspond au programme que vous faites aussi quand vous faites une école après une prépa. Sauf que les 2 premières années de prépa, c'est comme si elles étaient intégrées à l'école, sachant que les années de prépa intégrées, entre guillemets, dans les programmes grande école, vous ne faites pas exactement le même programme qu'en prépa classique. Vous allez déjà commencer certaines matières de gestion et de management, mais vous aurez aussi euh, des matières techniques, enfin des matières, comment dire, plus, plus théoriques, excusez-moi, c'est ça le mot que je cherchais, comme des stats, comme de la sociologie, comme des maths un peu plus poussées. OK? Donc ça, c'est pour la partie programme grande école. Le concours Access, il est hyper intéressant parce que dans les trois écoles il y a l'IESEG et l'ESCA qui sont deux très bons programmes grande école en post-bac et qui ont beaucoup de places. À l'IESEG, il y a 1200 places, à l'ESCA, il y a 1100 places. Pour vous donner enfin, une comparaison, hein, un comparatif, dans les écoles du concours Sésame, en moyenne, il y a à peu près 350 places par école. OK? Ce qui fait que l'ISEC, ça équivaut à trois écoles dans le concours Sésame et l'ESCA aussi. OK? Donc, quand on additionne le nombre de places de l'ISEC, de l'ESCA et l'ESDES, on a l'équivalent de 7 écoles dans le concours Sésame. OK? Donc, ces écoles plus grandes. Au concours Sésame, qui est un autre concours qui est différent du concours Access, vous avez 14 écoles. Donc, vous avez des écrits communs pour les 14 écoles. Et après, vous avez des oraux séparés pour les écoles, des épreuves orales séparées pour les écoles. Vous avez 14 écoles et 17 programmes. Toutes les écoles ne se valent pas. Il y a des écoles qui sont très bonnes, il y en a qui sont très moyennes. Donc, n'importe quel étudiant qui passe le concours Sésame, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants, sans vous préparer, vous aurez des écoles. Après, les écoles du concours, elles coûtent allez, 12-13 000 euros l'année. Autant payer 12-13 000 euros pour une bonne école, parce que certaines écoles ne le sont pas. Et donc, nous, on va s'intéresser, quand on se prépare au concours Sésame, aux 5, 6, 7 meilleures écoles. Donc, vous avez le BBA de l'ESSEC, de l'EM Lyon, de Neoma, de Schema, vous avez l'EM Normandie. Et derrière, il y a quelques autres écoles qui peuvent vous intéresser, comme Kedge ou comme le MLV, mais dans un second temps. Et il y a certaines écoles qui sont carrément moins intéressantes. Les écoles de concours Sésame, elles proposent deux types de programmes. Des BBA en 4 ans et des PGE, ou des programmes grande école, en 5 ans. Les BBA en 4 ans, c'est ce que vous faites à l'ESSEC, c'est ce que vous faites à l'EM Lyon, vous pouvez en faire aussi à Neoma ou Schema. C'est des programmes qui sont plus pratiques que les programmes grande école. En fait, vous avez une année de moins, donc vous avez moins de temps pour faire de la théorie. Vous allez plus vite rentrer dans la vraie vie d'école de commerce avec des stages plus tôt, avec des échanges internationaux plus tôt et avec des cours vraiment de management et de gestion dès le début, donc moins de cours théoriques. Vous allez, enfin, le BBA, en fait, c'est calqué sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est des programmes en 4 ans. En France, il y a deux diplômes que vous avez dans le supérieur, la licence en 3 ans, le master en 5 ans. Donc, quand vous êtes en 4 ans, vous êtes pile entre les deux.
Donc, quand vous faites un BBA, vous validez juste une licence et vous avez les crédits pour un Master 1, mais le Master 1, c'est pas un diplôme. Donc, moi, ce que je vous recommande très, très fortement, après votre BBA, c'est de compléter en faisant une cinquième année. Soit un Master que vous pouvez faire euh, à l'université, par exemple, soit un Master spécialisé que vous faites en école de commerce. Et vous pouvez accéder, quand vous faites un bon BBA, vous pouvez accéder au meilleur Master de France, hein. OK? Vous pouvez très bien faire votre BBA à l'ESSEC et qu'un Master à Dauphine, c'est pas quelque chose de rare. OK? Mais c'est important, voilà, d'être bon dans votre BBA. En France, on a d'excellents BBA. Et ces excellents BBA, ils sont tous dans le concours Sésame, sauf le BBA de l'EDEC qui est hors concours, mais on en reparlera un peu plus tard. Et, et donc, du coup, en gros, tous les meilleurs programmes en 5 ans ou en 4 ans de commerce, vous les retrouvez dans le concours. Et à une ou deux exceptions près, l'exception, ce serait BBA de l'EDEC qui est hors concours. OK? Après, il y a aussi des bachelors qui existent en 3 ans en post-bac. Ils sont d'un moins bon niveau. Il y a un ou deux bons bachelors, mais c'est pas aussi bien que les meilleurs BBA. Et à titre de comparaison, le meilleur BBA de France, c'est l'ESSEC. Le meilleur programme d'école, c'est l'IESEG. L'ESSEC est plus sélectif que l'IESEG. OK? Sur 10 étudiants qui ont les deux, il y en a peut-être 6 qui vont à l'ESSEC, 4 qui vont à l'IESEG. Mais je dirais que c'est plus dur de rentrer à l'ESSEC qu'à l'IESEG. Du coup, quand on regarde le classement des écoles, c'est pas le classement, comment dire, j'ai pas mis que les écoles de Sésame ou d'Access dedans, hein. J'ai pris le classement général. En un dans les programmes grande école, c'est séparé les billets, les programmes grande école dans le classement tout le temps. En un vous avez l'IESEG dans les programmes grande école. En 2 et en 3 vous avez l'ESCA et le Normandie qui sont d'un niveau similaire avec deux stratégies différentes. L'ESCA, ils ont ouvert des campus un peu partout en France, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Aix, pour en fait capter les talents locaux, hein. Là où le M Normandie, ils ont ouvert des campus un peu partout dans le monde, hein, à Oxford, à Boston, à Dublin. Là, ils ouvrent à Dubaï. Ils ouvrent en fait où il y a soit des grosses concentrations d'entreprises, finance ou tech, ou alors là où il y a des grosses universités, comme ça, c'est les profs des grosses universités qui vous font cours, les profs des universités à Oxford et à Boston. Euh, et donc voilà, c'est d'un même niveau. Derrière, il y a un petit écart. Il y a le programme Grande École d'Excelia qui est intéressant, qui est enfin, qui est sérieux. C'est un peu moins bon, mais c'est sérieux. Et c'est hors concours. Et sinon, en 5 vous avez l'EMLV qui est dans le concours Sésame, qui est d'un niveau à peu près similaire à Excelia, peut-être même un peu en dessous, selon moi. OK? Pour les BBA, vous avez en un l'ESSEC. Et après, en 2 ils ont mis Schema. Et en 3 EM Lyon et Neoma au même niveau. Et en 5 EDEC. OK? Dans les faits, les decks et le M Lyon sont un peu plus sélectifs que Schema. Et donc, le vrai classement, selon moi, parce que d'une année sur l'autre, les classements, ils évoluent, hein, surtout pour les BBA, mais au niveau des écoles, ils ne changent pas tant que ça. Le vrai classement, ça serait ESSEC en 1. Il y a un écart ensuite. Il y a EDEC et EM Lyon qui sont d'un niveau vraiment similaire. Et après, il y aurait Schema et Neoma qui sont d'un niveau similaire aussi. Ok, ça serait plutôt ça le classement selon moi. Et donc, du coup, si vous voulez rentrer dans ces écoles, vous êtes obligé de passer les concours. Et donc, je vais prendre le temps maintenant de vous expliquer c'est quoi les épreuves que vous retrouvez dans ces concours. Donc, tout d'abord, dans les deux concours, vous avez une épreuve d'anglais. Au concours Access, l'épreuve, elle dure 1 heure. C'est une épreuve qui est très longue. Et dans l'épreuve d'anglais d'Access, en fait, vous n'avez pas la possibilité de retourner en arrière sur les questions. C'est des vrais faux, hein. Mais pour les 50 questions, il y a 4 propositions. Donc là, je vous ai mis un exemple de question. Pour chaque proposition, il faut dire si c'est vrai ou faux. Et il y en a 50 comme ça. Plus on a 25 UCM, donc c'est 25 autres questions avec des propositions aussi. Mais il n'y a qu'une seule de vraie. OK? Ça fait énormément de questions à faire en 1 heure. Vous n'avez pas le temps. Enfin, il faut vraiment être très rodé pour pouvoir les faire à la chaîne sans avoir à se poser, à se rappeler les règles de grammaire. Il faut être très bien rodé en fait pour être bon sur le concours Access. Et donc, du coup, il y a plein d'étudiants qui n'arrivent pas à finir le concours, enfin, le test. Et c'est pas grave, c'est pas grave. OK, vous pouvez avoir une bonne note sans finir. Et il y a des points négatifs quand vous vous trompez. Donc, faites attention à ce que vous mettez quand même. Euh, Au programme, que ce soit pour Sésame ou pour Access, c'est la même chose en anglais. Il faut être très bon en grammaire et il faut être bon en compréhension de texte. Et donc, du coup, pour préparer les étudiants qui font Access ou Sésame en anglais, nous, on leur fait un stage pendant les vacances scolaires. Donc là, ça sera en février, où ils sont 6 par cours. Et en fait, on revoit toute la grammaire avec eux et on s'entraîne sur des sujets complets chronométrés pour les habituer à la vitesse et pour du coup, appliquer aussi toutes les règles de grammaire qu'on a travaillées en cours. Et donc, quand on travaille une règle de grammaire, ensuite, on fait toujours des exercices ciblés sur cette règle-là. OK? Et donc, une fois qu'on a fait toutes les règles, ensuite, on s'entraîne sur des sujets complets et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, même sans être vraiment très bon en anglais, si vous êtes bon en grammaire, vous pouvez avoir une très bonne note au concours, que ce soit Access ou Sésame.
Au concours Sésame, vous avez 40 questions en format QCM à faire en 30 minutes pour l'anglais. Et c'est en termes de vitesse, c'est beaucoup moins exigeant, je dirais. Mais après, voilà, faut quand même être bon en grammaire. C'est les mêmes points qui sont évalués. Vous avez aussi une LV2 au concours Sésame. C'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec nos étudiants. Il y a 10 LV2 qui sont proposés au concours, anglais, enfin, espagnol, italien, chinois, arabe, hébreu, portugais, etc. Et donc, du coup, vous avez la possibilité aussi de rajouter votre deuxième langue. Enfin, vous devez en fait passer un test dans une autre langue, pareil, 40 questions à faire en 30 minutes. On peut vous fournir des exercices pour vous entraîner en dehors des cours, évidemment. Euh, dans les épreuves écrites, donc à part les langues, vous allez aussi avoir l'épreuve de synthèse pour Access et l'analyse documentaire pour César. Je vous ai réuni les deux épreuves ici parce que l'illustration, elle pourrait marcher aussi bien pour Access que pour César, mais par contre, c'est pas du tout la même épreuve. Au concours Access, vous allez avoir 10 à 15 documents. Et vous aurez 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots. Donc tous les documents vont être sur un même thème. Donc imaginons que le thème c'est l'intelligence artificielle. Le thème ne sera pas annoncé, hein, c'est à vous de deviner. Et ensuite, vous devrez du coup prendre des notes sur tous les documents, faire un plan qui va pouvoir restituer toutes les informations importantes qu'on retrouve dans les documents et qui va permettre aussi de croiser les informations des différents documents et ensuite rédiger la synthèse. L'orthographe compte, mais n'est pas hyper pénalisant, ce qui fait que même un étudiant dysorthographique peut avoir une bonne note. Par contre, il ne peut pas avoir 20. Euh, Au concours Sésame, donc c'est pas une épreuve de vitesse, la synthèse de documents pour moi. Ça vous laisse assez le temps, c'est une épreuve vraiment où vous faites méthodique. C'est interdit d'utiliser des connaissances personnelles. Donc avoir une bonne culture générale pour comprendre les textes sur l'IA, c'est très bien. Euh, mais par contre, toutes vos connaissances ne pourront, enfin aucune de vos connaissances ne pourront vous servir. Je suis désolé, je me mets en silencieux. Juste, est-ce que je vais trop vite? Si je suis trop rapide, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de trop rapide. Si c'est OK, mettez un pouce en dessous de rythme OK. OK dans le chat, s'il vous plaît. Ça me permet d'adapter le rythme. OK, bon, bah, c'est bon, le rythme il est OK, on va rester à ce rythme-là. Très bien, parfait. Pour l'analyse documentaire, vous allez avoir un corpus de documents qui va être beaucoup plus grand. Il va faire 35-40 pages. Je rigole pas. C'est juste les textes. Avec les questions, ça fait 50. Vous avez 35-40 pages avec des textes et des illustrations. Et vous n'avez pas le droit à un brouillon, donc vous n'avez pas le droit de prendre des notes. Vous avez le droit par contre de surligner les textes, que les concours se font à distance. Et donc, c'est les dates des concours, pardon, je ne vous l'ai même pas dit, c'est le 8 avril pour Sésame, le 9 avril pour Access, les épreuves écrites. Ok. Et pour l'analyse documentaire du concours Sésame, vous allez, euh, vous allez avoir des questions, trois types de questions, des questions de repérage, d'analyse et de synthèse. Et donc, du coup, les premiers types de questions, vous devez trouver des informations qui sont directement dans les textes. Le deuxième type de question, on va vous poser des questions et il y a plusieurs bonnes réponses. Et donc, du coup, vous allez chercher les bonnes réponses dans plusieurs documents différents, mais ça va être rephrasé, entre guillemets. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire. Ça va être les mots m'échappent. Je parle tellement vite que les mots m'échappent. Ça va être, comment dire, ça va paraphraser ce qu'il y a dans les textes. OK? Donc ça va être réécrit, quoi, d'une autre manière. Et donc, du coup, c'est vraiment de la compréhension et c'est beaucoup plus fin que le repérage. Et le dernier type de question, c'est question de synthèse. Donc, contrairement au concours Access, on a écrit une synthèse pour vous. Il faut choisir la bonne problématique, faut choisir les bons types de parties, il faut bien compléter les trous qu'il y a dans la synthèse. Et c'est vraiment une question enfin, c'est vraiment subtil, hein, cette partie-là. Et donc, il y aura toujours plusieurs propositions qui auront l'air bonnes. Sauf qu'en fait, il faut vraiment avoir une bonne compréhension, une bonne analyse fine des textes pour être capable de pouvoir répondre. Et donc, pour l'analyse documentaire, il faut être capable d'avoir des bonnes techniques de lecture rapide, d'être hyper organisé dans la recherche d'informations. Donc, faut être vraiment hyper méthodique en fait. Et faut aussi avoir, comment dire, oui, une bonne capacité d'analyse pour vraiment comprendre en fait là on veut vous emmener avec les textes. OK? Et ça se travaille très très bien. Que ce soit la synthèse ou l'analyse documentaire, on travaille aussi ça sous la forme de stage pendant les vacances scolaires, en petits groupes, pareil. Et en fait, ce qui est bien dans le fait de travailler en petits groupes, quand on travaille en groupe de 6, c'est qu'à la fin du stage, on vous envoie des feedbacks très précis sur vos points forts, vos points faibles, ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Et on fait aussi un commentaire d'ailleurs sur comment s'est passé le stage. Et moi, quand je lis ces commentaires-là, parce que j'y ai accès aussi, je vais rajouter des conseils que je donne en plus et je vous envoie tout ça aux parents et aux étudiants.
Donc, vous avez vraiment des feedbacks très précis sur ce que vous devez améliorer après le stage. Et on vous donne accès à une plateforme pour pouvoir travailler spécifiquement en suivant le plan d'action qu'on vous a donné. Enfin, vous avez les épreuves de raisonnement. Donc, la partie raisonnement logique et mathématique, ça, c'est pour le concours Accès, ça dure 2 heures. Si vous n'avez pas fait de l'aspect maths ou maths complémentaires en terminale, c'est trop tard. Enfin, selon moi, c'est trop tard pour passer le concours Access. Si jamais vous êtes en première, vous n'avez pas fait votre spé et que vous voulez le faire l'année prochaine, vous êtes sûr, ce sera possible. Mais là, c'est trop tard quand on commence en janvier. Enfin, le fait de commencer en janvier, en soi, c'est pas trop tard, hein. Vous êtes largement enfin, vous êtes pile dans les temps en fait pour bien vous préparer. Mais par contre, c'est trop tard pour reprendre, enfin, pour récupérer le niveau de maths quand vous n'avez pas commencé. Ok? Donc, c'est réservé aux étudiants qui font maths complémentaires au minimum. Parce que dans le programme de mathématiques de la partie 2, c'est le programme de maths complémentaires sans les fonctions, n'importe quoi, sans les suites et sans les limites. Ok? Mais ça, c'est tout le programme de maths complémentaires. Donc, le fait de vous préparer au concours, ça vous aide aussi pour le lycée, pour le bac. Mais il y a aussi pas mal de choses qu'on travaille qui ne sont pas au programme du lycée. Donc, par exemple, toute la partie raisonnement logique, c'est très différent des exercices que vous faites au lycée et on vous donne plein de méthodes. Les méthodes, ça va être des diagrammes de Venn, des logigrammes, comment on travaille sur des questions type menteur-vérité, comment on travaille sur les syllogismes, comment on travaille sur la mise en équation de problème pour pouvoir voilà, résoudre plus facilement des casse-têtes qu'on vous donne. Vous avez 8 minutes pour répondre à 4 propositions vrai-faux et ça demande de la méthode. Mais sauf que le programme, il est bien défini et si vous travaillez tout ce qu'il y a à travailler, vous ne serez pas surpris sur cette partie-là. Et il y a une dernière partie, la partie problème. La partie problème, ça va être des questions, mais comment dire, sur des points de maths, de finance, d'économie, qui ne sont pas au programme du lycée. Et c'est fait exprès. On va vous donner un problème et on va vous expliquer quelle méthode vous pouvez utiliser pour résoudre le problème. Et vous allez devoir appliquer la méthode pendant le problème et vous allez devoir interpréter les résultats. Et donc, ça, c'est un exercice que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire au lycée. C'est un exercice, c'est un exercice que vous n'allez pas du tout faire au lycée. Et, euh, et du coup, la bonne manière de le travailler, c'est pas d'essayer voilà, de deviner ce qui va tomber. C'est au contraire de s'habituer à la gymnastique intellectuelle qui consiste à comment dire, analyser une situation, enfin, comment dire, essayer de comprendre sur le moment la méthode et juste appliquer et interpréter les résultats. Et l'interprétation, ça montre que vous avez vraiment compris en fait ce qu'il y avait derrière la méthode. Et donc, du coup, une personne qui apprend juste bêtement par cœur, elle ne peut pas s'en sortir, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle fasse. Et ça, je trouve, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique, parce qu'en réalité, une personne qui est bonne en maths, c'est pas une personne qui connaît tout par cœur, c'est une personne qui comprend. Et donc ça, c'est très important de réussir à développer ça. Et ça se travaille, et ça se travaille très bien. Du coup, ça, c'est pour les maths d'Access. Les maths de Sésame, je vais en parler juste après, j'ai vu qu'il y avait la question, c'est extrêmement différent. OK? En fait, pour la partie raisonnement de Sésame, donc juste pour vous dire, la partie raisonnement d'Access, on la travaille sous la forme de cours hebdomadaires. C'est tous les samedis de 14h à 16h. Le premier cours, c'est ce samedi. OK? Et il y aura cours jusqu'au concours, donc jusqu'à début avril. Et donc le concours, les cours s'arrêtent quelques jours avant le concours. Les maths, ça ne se travaille pas sur la forme de stage, ça se travaille dans le temps. Parce que si vous avez des difficultés, il faut qu'on ait le temps de retravailler avec vous. Et le fait d'avoir ce contact avec vous pendant 3 mois, ça nous permet de bien vous suivre. Et comme ça, s'il y a un décrochage sur quelque chose, on peut prendre des actions correctives. OK? Euh, et donc, du coup, ça, c'est vraiment le programme d'Access. Le programme de Sésame, j'y viens tout de suite, c'est très différent. Donc, pour Sésame, dans la partie raisonnement, en fait, j'ai mis ça dans la partie raisonnement parce que ça s'appelait comme ça avant, mais c'est surtout nos cours hebdomadaires. On a maths, français, compétences digitales. Donc, pour Access, c'était les samedis de 14h à 16h. C'est en visio et c'est en groupe d'une vingtaine d'étudiants par cours. Pour Sésame, ça va être maths, français, compétences digitales. Ça sera tous les dimanches de 11h15 à 13h15 à partir de ce week-end. Et donc, parfois on fera du français, parfois des maths, parfois des compétences digitales. Et on est une vingtaine pareil par cours. En maths, au concours Sésame, ça n'a rien à voir avec le programme de lycée. Ça, ça s'arrête presque au programme de seconde. Si vous êtes en STMG, c'est pas du tout un problème. Si vous arrêtez les maths, c'est pas du tout un problème. Il y a des étudiants qui ont arrêté les maths et qui sont performants en maths à Sésame. Et il y en a d'autres qui ont des bonnes notes en maths, mais c'est des gens qui apprennent beaucoup par cœur, etc., qui ont plus de difficultés. En fait, c'est des petits problèmes, des petits casse-têtes. Et il y a on vous apprend toutes les petites méthodes pour répondre à tous les casse-têtes qui sont au programme.
Je vous ai mis un exemple de question ici. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h. Je suis un des profs de maths de la prépa, donc comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. Je peux bien vous parler de comment ça fonctionne. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Donc, je vous laisse regarder rapidement la question. Comme ça fait un petit jeu. Et en fait, on vous propose quatre réponses, 40 km/h, 60 km/h, 62,5, 70 km/h. 80 à 90% des gens, pour calculer la vitesse moyenne, ils vont prendre 25 plus 100, ils vont diviser par 2, ils vont dire ça fait 62,5 km/h, réponse C. Et c'est faux. En fait, si vous roulez 1 heure à 25 km/h, 1 heure à 100 km/h, votre vitesse moyenne, c'est bien 62,5. Sauf que c'est un trajet aller-retour. Et à l'aller, vous allez 4 fois moins vite, donc vous mettrez 4 fois plus de temps. OK? Donc si le trajet fait 100 km, à l'aller, vous mettez 4 heures, au retour, vous mettez 1 heure. Ce qui fait que vous aurez fait 200 km, 100 à l'aller, 100 au retour, en 5 heures. Donc votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, c'est 40 km/h, c'est la réponse A. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des maths de terminale pour répondre à ce type de questions. Et pourtant, ça reste quand même des mathématiques, mais c'est aussi un peu de la logique, de la réflexion. Et c'est hyper satisfaisant, je trouve, à travailler les maths de César, parce que quand on trouve une bonne réponse, on a l'impression d'être vraiment intelligent. Mais en fait, le programme, il est défini. Si on travaille sur toutes les méthodes, vous pouvez vraiment avoir 18 en maths. OK? Même 20. Voilà. En français, vous allez avoir 30 minutes pour faire 40 questions, c'est au format QCM aussi. Vous avez des questions d'orthographe, de conjugaison, de grammaire. Vous allez aussi avoir des questions plus de vocabulaire. Par exemple, on peut vous demander un synonyme ou un antonyme. On peut vous demander ce que veut dire une expression latine. On peut vous demander ce que veut dire enfin, une locution latine, pardon. On peut vous demander ce que veut dire une expression. Ce type de choses-là. Et vous avez même des questions de littérature, par exemple, sur les courants littéraires, sur les auteurs, ou même sur les figures de style. OK? Et la dernière partie, c'est les compétences digitales. 20 questions à faire en 20 minutes. Ça va être savoir faire des formules Excel, savoir utiliser les fonctionnalités avancées de Word, de PowerPoint, comprendre comment dire, toutes les subtilités liées aux adresses mail, savoir comment fonctionne une base de données de manière assez simple, savoir faire des petits algorithmes, mais assez basiques. Euh, Savoir aussi, comment dire, quel est l'impact écologique de l'informatique et d'Internet, comprendre c'est quoi un data center, comprendre c'est quoi le cloud, etc. OK? C'est quoi les différentes menaces auxquelles vous êtes exposé en ligne. Pareil, le programme est très bien défini. Ça ressemble un peu au programme de la certification PIX, un peu plus poussé seulement. Et ça parle d'IA maintenant aussi, évidemment. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vous apprend en compétences digitales, c'est hyper utile, ça vous sert vraiment plus tard dans vos études et dans le milieu professionnel, parce que savoir faire des formules sur Excel, dans vos études, vous allez en faire. OK? Savoir comprendre comment c'est quoi un agent IA, comment ça fonctionne, c'est utile. OK? Même savoir comment fonctionne une base de données, ça peut vous servir. OK? Ou savoir faire un alias sur un email, ou je sais pas, c'est vraiment utile. Et du coup, dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours, ça c'est au concours Sésame, mais vous avez aussi des questions aux oraux d'accès de l'IESEG et de l'ESCA, et c'est pour ça qu'on donne l'accès à ce cours-là aussi aux étudiants qui font accès, même si ce n'est pas aux épreuves écrites. Pour travailler ça, nous on fait 8 cours les week-ends, soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. Vous venez quand vous voulez en fonction, c'est le même cours, de toute façon on le fait juste 2 fois pour que les étudiants aient le choix. Et, euh, et on revoit toutes les actualités thème par thème. C'est hyper intéressant. On donne des fiches de révision aux étudiants pour pas qu'ils aient à gratter pendant le cours, mais qu'ils puissent participer au débat et enrichir leurs connaissances sans être en train d'écrire en permanence. Et c'est un cours qui est assez passionnant, mais qui n'est pas toutes les semaines parce qu'en 8 séances, on arrive à tout couvrir. La première séance, elle est ce week-end, mais la dernière, elle va être fin mars, juste avant les épreuves écrites, évidemment, pour tout couvrir. Et donc, je vous ai mis pour finir le calendrier des concours et de Parcoursup pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Là, le 19 janvier, Parcoursup, ça va ouvrir. Si vous voulez vous inscrire sur Parcoursup, ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, si vous voulez vous inscrire à Access ou à Sésame, vous mettez une école d'Access ou une école de Sésame sur Parcoursup, vous la rajoutez à vos listes de vœux, et en fait, ça va rajouter le vœu Sésame ou le vœu Access selon l'école que vous avez choisi. Une fois que vous avez rajouté le vœu Sésame, vous pouvez mettre toutes les écoles et tous les campus que vous voulez. Ça va compter comme des sous-vœux. OK? Normalement, sur Parcoursup, vous avez le droit à 10 vœux et à 20 sous-vœux, mais tous les sous-vœux de Sésame et d'Access ne sont pas comptabilisés. Ça veut dire que vous pouvez mettre autant d'écoles que vous voulez, autant de campus que vous voulez. Vous pouvez avoir 50 sous-vœux, il y en aura zéro qui seront comptabilisés.
Donc, ça vous prend bien un vœu par concours, mais ça ne vous prend pas de sous-vœu. OK? Euh, Vous avez jusqu'au 12 mars pour faire vos vœux. En plus de ça, vous devrez remplir des informations comme la rubrique activités et centres d'intérêt et la rubrique sur les lettres de motivation. La rubrique d'activités et centres d'intérêt, c'est commun pour tous vos vœux. Les lettres de motivation, c'est commun pour tous les. C'est une lettre par vœu. Une lettre de motivation par vœu. Activité, c'est commun. Lettre, c'est une par vœu. Donc, on ferait une lettre pour Access, une lettre pour Sésame. Et donc, du coup, comme dans les concours, il y a beaucoup d'écoles, vous ne pouvez pas faire une lettre qui est dirigée vers une école, il faut faire une lettre qui est assez générale. Le but de la lettre de motivation, c'est vraiment de présenter votre projet professionnel et expliquer pourquoi vous avez besoin de l'école, de faire une école de commerce et ce que vous allez pouvoir apporter à l'école que vous allez intégrer. Et ensuite, vous rentrerez dans les détails liés à l'école au moment où vous ferez vos épreuves orales. Euh, Donc, vous avez ensuite jusqu'au 1er avril, pardon, pour confirmer vos vœux sur Parcoursup. Confirmer vos vœux, c'est juste changer vos lettres de motivation. Tous vos choix, votre vœu Parcoursup, c'est sur Parcoursup que vous payez hein, pour les concours. Il faut que vous ayez payé, faut que vous ayez validé avant le 12 mars. OK? Quelques jours après, il y a une session obligatoire pour Sésame et il y a aussi des sessions obligatoires pour Access. Le but de ces sessions-là, c'est vraiment de vérifier que, comme les concours sont en ligne, que tout marche de votre côté et que tout est OK. C'est pas des concours blancs, même s'ils appellent ça concours blanc parfois. Ça va durer une demi-heure, une heure. Les vrais concours dureront toute la journée. OK? Au concours Access, c'est ce qu'on appelle des grands admissibles. Ça veut dire que 2 jours avant, les meilleurs étudiants du concours seront dispensés d'épreuves écrites et pourront directement aller aux épreuves orales. Pour être grand admissible, l'année dernière, à peu près 5% des étudiants de la prépa ont été grand admissibles. C'était tous des étudiants qui avaient 16 ou 17 de moyenne ou plus, plutôt 17 que 16, mais on a eu plein d'étudiants qui avaient 17 de moyenne qui n'ont pas été pris. Donc, quelle que soit votre moyenne, vous devez vous préparer aux écrits en espérant que peut-être vous serez grand admissible. Si jamais c'est un backup de chez Backup le concours Access, vous pouvez très bien le mettre en espérant être grand admissible et ne pas le préparer. Ensuite, du coup, vous avez les épreuves écrites le 8 et le 9 avril. Et le 20 et le 23 avril, vous aurez la publication des résultats écrits et vous serez convoqué aux épreuves orales. Et les épreuves orales se passent entre le 25 avril et le 18 mai. Ça s'arrête le 13 mai pour le concours Access. Les résultats définitifs, vous les aurez sur Parcoursup le 2 juin. Et donc, vous aurez les résultats de tous vos vœux en même temps. Ce qui fait que si vous êtes pris dans les écoles que vous voulez et vous êtes pris en prépa à côté, vous êtes pris à la fac, vous pouvez faire votre choix en fonction de votre préférence. Le fait de. Il n'y a pas de hiérarchie dans vos vœux sur Parcoursup. Vous choisissez vraiment quand vous avez les résultats et c'est très, très bien comme ça. Ça n'était pas le cas il y a, je sais pas, 7 8 ans. OK? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour cette partie-là. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, il y a des annales que vous pouvez télécharger en ligne pour Access. Alors les annales, elles n'ont pas de correction détaillée, mais donc vous allez sûrement trouver ça très dur, mais c'est très bien si dès aujourd'hui vous téléchargez les annales, juste pour voir à quoi ressemblent les exercices. OK? Ça vous donnera une bonne idée. Vous avez trouvé ça trop dur, c'est normal. Après, vous êtes préparé, ça ira. Il y a si vous vous inscrivez au concours Sésame, il y a l'application Prépa Sésame qui vous permet aussi de vous entraîner. Il y a des exercices. Ça manque beaucoup de contenu, dans le sens où très vite vous allez tourner en rond sur les exercices. Mais par contre, c'est assez bien fait pour le coup. Et donc, c'est vraiment utile. C'est pas mal pour s'entraîner dans son lit rapidement le soir, faire quelques tests de temps en temps. C'est vraiment pas mal. Il y a des livres qui existent, mais je ne vous les recommande pas. Franchement, ils sont pas à jour, ils sont nuls. Euh, le grand manuel, c'est le moins pire. Il y a la Bible aussi, des concours, mais franchement, c'est naze. Ok. C'est mieux que rien, mais c'est pas à jour. En fait, les exercices qu'ils mettent, c'est des exercices qu'ils mettent aussi dans des livres pour d'autres concours, mais sauf que les concours, ils sont très différents les uns des autres. Et donc, du coup, bah, le recyclage, il marche pas très bien. Et en fait, ça fait 10 ans que le livre, c'est quasiment le même, sauf que les concours, ils ont énormément évolué depuis 10 ans. Vous pouvez vous y entraîner aussi en suivant des comptes Insta. Moi, je trouve que pour l'anglais, BBC Learning English, c'est top. Vous allez apprendre des choses qui vous serviront vraiment pour les concours. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est parfait. On met aussi sur le site sur l'Insta de Prépa Campus, on met aussi tous les jours des actus pour nos étudiants. Comme ça leur fait du contenu, enfin, ça leur donne de la culture qui leur servira pour les concours. Le but, c'est aussi d'éveiller leur curiosité pour qu'ils aient envie d'en savoir plus, en fait. Pour la partie raisonnement, on a donné plein de techniques sur l'Insta de Prépa Campus, mais sinon, il y a la chaîne YouTube Aide Academy qui est très bien. C'est pas ciblé sur les concours, mais il peut apprendre des techniques de maths qui peuvent vous être utiles, donc je trouve que c'est toujours cool. Et puis c'est tellement bien fait, ça donne envie d'aimer les maths. C'est un peu la concurrence, mais franchement, c'est bien. Donc, faut savoir dire quand quelque chose est bien. Enfin,
C'est bien. C'est pas une prépa en fait, mais en tout cas, c'est utile. Et sinon, pour les étudiants de la prépa, nous, on a une plateforme qu'on met à votre disposition avec les cours hebdo, on les enregistre, ce qui fait que si jamais vous ratez un cours, vous pouvez voir le replay. Vous allez aussi avoir, pour chaque matière, on a découpé les cours selon le programme. Et donc, du coup, par exemple, en maths, vous avez, je sais pas, de la géométrie, vous avez les fonctions, les calculs, etc. Je dis au hasard, mais pas tant que ça. C'est vraiment ça. Et en fait, pour chaque thème, vous allez avoir, pour chaque chapitre, vous aurez une vidéo de cours qui explique tout ce qu'il faut savoir. Et vous aurez des fiches d'exercice pour vous entraîner avec des vidéos de correction et des corrections PDF. Ça, c'est vraiment de l'entraînement qui vient en plus des cours. Ça ne remplace pas les cours, bien évidemment, qui sont en live, qui sont interactifs et où bah, vous pouvez poser toutes vos questions et vous êtes avec un vrai prof. Vous avez des fiches de révision aussi qu'on vous met à disposition pour toutes les matières et des sujets complets corrigés, évidemment. Et du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, ça coûte 1 490 € pour Sésame ou pour Access seul. Et c'est 2 490 € quand vous faites Access plus Sésame. J'ai oublié de mettre le prix. Vous avez 2 heures. Si vous faites juste Sésame, vous aurez 2 heures de cours hebdomadaire les dimanches de 11h15 à 13h15 et un stage intensif à faire pendant les vacances d'anglais d'analyse documentaire. C'est 4 heures par jour sur une semaine, qui est tous les jours pendant une semaine. En plus de ça, vous avez 8 cours d'enjeux contemporains les week-ends. Pour Access, ça fonctionne de la même manière, sauf qu'en stage, on fait anglais et synthèse au lieu de faire anglais et analyse documentaire. Et les cours hebdo, c'est 14 à 16. Et si vous faites Access et Sésame, bah, vous avez 2 heures de cours de Sésame, plus 2 heures de cours d'Access par semaine. Et en stage, au lieu d'avoir 4 heures par jour, vous avez 6 heures par jour sur une semaine euh, pour vous préparer. Nos préparations, elles sont admissibles ou remboursées. Ce qui fait que si vous n'avez pas un de vos 5 premiers choix, on vous rembourse tout. C'est pas arrivé l'année dernière, je vous rassure, et ni il y a 2 ans, hein. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place la garantie. C'est qu'en fait, l'année dernière, 100% de nos étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix. Pour vous donner, par contre, si vous souhaitez vous inscrire, c'est obligé de passer par la case téléphone avec moi, parce que je dois bien vous expliquer ça va être quoi la charge de travail, et je dois m'assurer aussi que vos attentes, elles correspondent à ce que vous pouvez réellement avoir. Parce qu'il n'y a pas de magie. Si jamais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts et que vous avez des attentes qui ne correspondent pas à votre profil, qui sont trop hautes, je préfère vous le dire plutôt que vous envoyer droit dans un mur. OK? Le suivi, c'est en direct avec moi. Si vous avez des questions sur les écoles, sur les concours, je relis aussi vos lettres Parcoursup que je corrige. Et on fait aussi plein de petites choses en plus avec moi en dehors des cours pour vous aider sur les aspects non cours. Donc, il y a un cours de méthodologie, on va vous expliquer tout sur les entretiens. On va vous expliquer aussi toutes les techniques pour répondre de manière efficace au concours et grappiller des points. On va aussi vous mettre en condition pour les concours. Enfin, c'est le genre de choses qu'on fait en plus avec vous et qui fait partie du suivi, évidemment. La dernière chose, c'est... euh, pardon. euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, il y a le suivi, il y a, etc., les cours. Oui, les cours ils commencent ce week-end. Donc, du coup, si vous souhaitez commencer et pas rater de cours, il faudra prendre en contact avec moi dès demain. Et sinon, vous pouvez prendre contact avec moi la semaine prochaine. Et donc, du coup, vous pourrez récupérer en replay juste votre premier cours, la première semaine de cours. Je me réserve le droit de ne pas vous prendre dans la prépa si jamais vos attentes ne correspondent pas à ce que vous pouvez vraiment avoir, ou si je sens que vous n'êtes pas prêt à faire les efforts nécessaires pour avoir du résultat. En fait, on se limite à 250 étudiants dans la prépa par an. On est à 235 ou 240. On n'est pas loin de 240. On doit être à 237. Donc, on prend encore 13 étudiants. On sait qu'on va être complet sur nos formules. On a déjà rajouté des places pour Sésame là, avant-hier. Et donc, on va faire des demi-groupes. Donc, du coup, vous serez même moins nombreux pour les cours hebdomadaires, mais ça nous permet de compléter avec les 13 places qui restent pour ceux qui veulent. Pour Access, on prend encore 5 personnes. Et après, c'est terminé pour l'année. Donc, je me réserve le droit de sélectionner les étudiants les plus motivés seulement parce que en fait, c'est moi qui vais vous suivre pendant 3 mois et bah, j'ai envie que ça soit un plaisir de vous suivre et pas de courir après vous, d'être avec des problèmes. Ok? Et c'est mieux pour vous et c'est mieux pour moi, croyez-moi, qu'on soit dans ce type de relation-là. Et donc, du coup, si vous souhaitez vous inscrire, c'est obligatoire de prendre rendez-vous par téléphone avec moi. Il faut qu'il y ait soit les parents avec les bulletins des étudiants, soit l'étudiant qui soit là. Ok? Et ensuite, si on a fait même un premier rendez-vous exploratoire avec les parents et qu'il y a besoin de discuter avec l'étudiant, on peut planifier un deuxième rendez-vous. Je suis là pour les étudiants et les parents, donc je suis là pour vous suivre, donc on prend autant de rendez-vous que nécessaire. OK? Que ce soit pour les inscriptions ou après. Et donc, du coup, bah, si vous voulez savoir ce que les étudiants disent de nous, enfin, ça, c'est la slide l'année dernière. Tout le monde a eu ses 3 premiers choix aussi en 2025. Et il doit y avoir plus de 140 avis, que des 5 sur 5. Je vous invite juste à taper Prépa Campus sur Google, à lire les avis, tout simplement.
Et voilà, bah, il y a juste un QR code pour prendre rendez-vous avec moi. Mais en réalité, si vous êtes vraiment intéressé pour prendre rendez-vous, je vous suggère soit de prendre rendez-vous directement sur le site, soit je vous mets mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais à vous dire. Pour les étudiants de première, juste dans le mail que je vous enverrai demain avec le replay de la conférence, vous avez la possibilité de vous mettre sur liste d'attente et vous avez accès à des offres un peu, enfin, très intéressantes pour les premiers inscrits qu'on vous envoie en juin euh, pour que vous puissiez, en fait, vous recevrez juste un SMS en juin qui vous dira, on ouvre les inscriptions, on voit comment ça fonctionne. Si vous souhaitez en savoir plus, bah, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est tout. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les concours, les écoles, votre profil, la préparation ou je ne sais quoi qui est en rapport avec les concours ou même les études de commerce en général? Moi-même, j'étais prof à Dauphine. Donc, si vous avez des questions sur les facs, je peux aussi vous donner beaucoup d'éléments. Et j'étais juré d'admission aussi à l'ESSEC par ailleurs. Ok. Juste pour vous dire, la préparation aux oraux, elle vient en plus de ce qui est dans les formules. On la propose. À partir de mars, je vous en parle. C'est réservé aux étudiants de la prépa. C'est des cours individuels avec des profs qui sont jurés d'admission en école. C'est des cours qui durent 1h30 à 2 heures. 3 séances pour un étudiant qui a les à l'oral, 5 séances pour quelqu'un qui a des difficultés. Ça coûte 120 € la séance. Vous n'êtes pas obligé de les prendre avec nous, enfin de les prendre, parce que parfois dans vos autres entourages, je peux vous préparer tout seul. 100% de réussite aux oraux pour ceux qui se préparent avec nous, ça fonctionne extrêmement bien. Mais pour le moment, il faut se concentrer sur les épreuves écrites. Ok. Que pensez-vous des licences éco-gestion? Alors, Marlène, pour répondre à votre question, selon les facs, il y en a qui sont plus ou moins bien, mais il y en a qui sont excellentes. Donc, typiquement, à Dauphine, la licence d'éco-gestion, elle est très très bonne. À la Sorbonne et à Assas, pour vous parler de Paris, vous avez de très bonnes licences. Le seul truc, c'est que quand vous êtes en licence, sachez que vous allez être en amphi, que vous avez beaucoup moins de cours en petit comité. Vous n'êtes pas du tout suivi comme en école, même d'un point de vue administration, il y a une énorme différence. Ce qui fait que un étudiant qui choisit d'aller vers une licence d'éco-gestion, s'il est autonome et qu'il travaille très bien, il peut aller très très haut dans les études et faire vraiment des choses très très bien. Mais s'il est dans une fac qui est moyenne, si il manque un peu d'autonomie, ou si voilà, on peut aussi très facilement se noyer. Donc moi, typiquement, j'étais passé par Dauphine quand j'étais étudiant et après j'avais fait des admissions sur titre, je suis rentré à l'ESSEC en programme grande école. La fac, ça me convenait très bien parce que j'étais très efficace dans mon travail, très autonome, j'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Et Dauphine, d'ailleurs, c'est la fac qui ressemble le plus à une école de commerce. D'ailleurs, on avait beaucoup de cours en petit comité, mais même en amphi, j'avais pas de problème à suivre et être efficace parce que j'étais assez mature. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu un très très bon parcours à la fac et voilà, ça s'est très bien passé. C'est pas pareil pour tout le monde. Dauphine, c'est un cas particulier, ça ressemble vraiment à une école, mais pour toutes les autres facs, enfin, voilà, ça dépend. Quel est votre avis sur le biblier de l'EDEC? Demande Baptiste. Baptiste, je pense que c'est vraiment un bon biblier, le biblier de l'EDEC. Et si tu es intéressé par les bibliers, ça vaut vraiment le coup de le rajouter dans tes vœux, en plus de Sésame. Comme je disais tout à l'heure quand je parlais des classements, pour moi, le biblier de l'EDEC, c'est le 2 ou troisième meilleur biblier de France. Donc, il y a l'ESSEC en un, c'est sûr. Et en 2, 3, dans l'ordre que tu veux, tu peux mettre EM Lyon, EDEC. Et je mettrai plutôt Schema juste derrière. Même si le classement de cette année dit le contraire, il faut faire attention avec les classements. Ok. Les classements, c'est juste des formules mathématiques, hein. Nina demande, bonsoir, est-ce qu'un profil de terminale générale avec des SPSES et littérature anglaise est défavorisé en face d'un profil scientifique? Alors, pour le concours Access, clairement, parce qu'en fait, en mathématiques, ça va vous poser problème. Pour le concours Sésame, pas du tout. Vous pouvez rentrer dans les meilleures écoles si vous avez un très bon profil. OK? À l'ESSEC en particulier, ils aiment bien ceux qui ont fait les maths, l'aspect maths, mais en fait, on peut y arriver même sans faire l'aspect maths, même sans faire maths complémentaires. C'est juste, ça joue pas en votre faveur, mais voilà, tu peux quand même faire quelque chose de très très bien. Alors, Bénédicte demande, intégrer un BBA ne signifie pas suivre un PGE, même s'il est réalisé dans une grande école de commerce, c'est bien ça. En fait, un PGE, c'est un programme en 5 ans, là où un BBA, c'est un programme en 4 ans. Donc, c'est des programmes qui sont réellement séparés. Dans certaines écoles, il y a des vases communicants entre les deux programmes via ce qu'on appelle des AST, dans d'autres écoles, beaucoup moins. Il y a toujours un petit peu de vases communicants entre les deux. Mais en fait, quand vous faites un BBA dans une école, souvent, vous allez faire soit un master spécialisé, soit un master à l'extérieur derrière pour continuer. Sauf que quand vous faites un très bon BB, vous avez accès à des excellents masters et donc vous pouvez faire vraiment des choses très très bien. OK? Et donc, c'est pas le même programme que le programme PGE, donc il faut faire attention, c'est pas pareil. Ceci étant dit, en post-bac, les meilleurs programmes de France sont des BBA plus que des PGE. Façon, un BBA, je pense que le BBA de l'ESSEC est encore plus fort que le PGE de l'IESEG, qui est un excellent PGE. Le PGE de l'IESEG, si on devait comparer au PGE en post-prépa, ça serait à peu près le sixième. Donc derrière, HEC et SEC,
euh, SCP, EM Lyon et EDEC. Pardon. Ok? Donc c'est un très bon niveau. Et je dirais que le BBA de l'ESSEC, ça serait entre ça et le M Lyon peut-être, ou l'EDEC. En fait, c'est des mentions bien ou très bien au bac, hein, 90% des étudiants qui sont dans le BBA de l'ESSEC. Ok? Pour certains concours, enfin pardon, dans les concours, le dossier compte, mais selon les écoles, il est plus ou moins important. Et donc, à l'ESSEC en particulier, c'est 30% de la note le dossier. Et comme c'est l'école la plus demandée, il faut avoir vraiment un très bon dossier et un très bon concours pour avoir l'ESSEC. L'année dernière, mes moins bons étudiants sont rentrés à l'ESSEC, ils étaient à 13 000 moyenne à peu près dans leur lycée, mais ils ont eu des 17,5, 18 de moyenne aux épreuves écrites, 17,5, 18 sur toutes les matières. OK? Donc, la préparation, elle fonctionne très bien. Mais c'est pas tout le monde qui a 17,5, 18 au concours. OK? Mais c'est vraiment les notes qu'on va viser par contre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si ma réponse elle a pas été claire à une de vos questions, n'hésitez pas à la reposer, hein. Eh ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de vos questions. Si vous en avez d'autres, de toute façon, je vais vous envoyer le replay par mail. Vous pouvez juste répondre et vous aurez au mail et vous aurez mon contact. Est-ce que le dossier... Oh, ok. Fayal Lama, je me demande, est-ce que le dossier scolaire compte autant que le concours pour l'admission? Non, beaucoup moins. Au maximum, ce sera 30% de la note, le dossier. Mais souvent, c'est 10-15%. OK? Mais après, vous pouvez m'appeler en fonction du dossier, je pourrais vous dire ce que vous pouvez viser, hein. Ce sera plus simple. OK? Je vous remets le numéro. Si vous avez besoin de parler de votre cas précis, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous vous inscrivez, c'est bien. Vous vous inscrivez pas, c'est pas grave, hein. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Et tout le monde, d'ailleurs, n'a pas les moyens de se payer une prépa. Je le sais très bien. Mais par contre, je réponds aux questions de tout le monde. Je ne vais pas faire de filtre sur ça. Baptiste demande est-ce qu'un passage entre BBA et le MSC se fait bien? Euh, Ça dépend des écoles. En fait, vous pouvez en faire, mais dans votre propre école, dans votre propre école, ça dépend. Par exemple, euh, à Schema, ça se fait très bien. À l'EDEC, ça se fait assez bien. À l'ESSEC, ça se fait pas très bien. Voilà. Mais ça existe, toujours. Le MSC, c'est pas une grande école, hein, je précise. Alors, pour financer les grandes écoles, y a-t-il des bourses? Alors oui, il y a des bourses, mais il n'y en a pas tant que ça. Et sinon, ce qu'il y a beaucoup aussi, c'est l'alternance. L'alternance, ça, c'est la folie, parce que quand vous faites un BBA, vous payez vos 2 premières années, et les 2 dernières années, vous les faites en alternance, et à la fois vous êtes payé, plus on paye vos études. Et donc, ça fait faire des économies monstres. Mais oui, il y a des systèmes de bourse. Après, ça faudra voir auprès des écoles, mais c'est pas exceptionnel. OK? En fait, souvent, les étudiants, ils font un prêt étudiant, et ensuite, ils font une alternance, s'ils veulent financer leurs études. Mais donc, du coup, ça vaut le coup, parce que vous payez que 2 années sur 4. Et pour en prendre en 5 ans, vous payez 3 années sur 5. Vous pouvez pas faire plus que 2 ans d'alternance. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là si tout est clair pour vous. Bonne soirée. Ah, voilà, il y a d'autres questions. Quelle est la différence entre le BB et le PGE en termes de débouchés? Alors, en fait, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à un BBA. À part si vous voulez étudier à l'étranger. Ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'après un BBA, vous faites un master, vous faites une 5e année pour avoir le grade de master. C'est ultra important. Donc les débouchés sont très similaires. C'est le chemin qui est différent. Mais ne vous arrêtez pas au BBA. Sinon, en fait, votre diplôme, en France, sera vraiment moins valorisé qu'un PGE. Après, ça dépend de quel BBA et quel PGE, évidemment. Parce que je veux dire, c'est que vous pouvez tellement aller tellement plus loin en rajoutant une 5e année. C'est dommage de s'arrêter à la 4e année. En France, on regarde beaucoup vos diplômes.
Donc, faites un bon BBA et un bon master si vous faites un BBA. Si vous faites un PGE, bah, très bien, vous avez votre diplôme au bout de 5 ans, c'est génial. Et il est très bien. Ça, si vous faites un bon PGE. Mais le but de la préparation, c'est de viser les meilleures écoles, hein. Ça sert à rien. En fait, tous les étudiants vont dans 5 6 écoles, enfin 6 7 écoles en réalité. Donc, est-ce que entre le BBA et le PGE, la passerelle est accessible facilement? Ce que je disais tout à l'heure avec le MSC, c'est la même chose. Je disais, ça dépend des écoles. En fait, c'est le MSC, c'est le PGE. La passerelle est accessible facilement dans certaines écoles comme Schema, pas trop difficilement dans des écoles comme l'EDEC et assez difficilement, enfin même difficilement dans des écoles comme l'ESSEC. Donc ça dépend des écoles. C'est la... Et la politique de l'école elle peut changer, hein. Enfin, comment dire, chaque école a sa politique et on peut la changer au bout d'un moment. L'EDEC a un peu durci sa politique par rapport à avant. Où systématiquement les bons billets allaient en PGE. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement le cas. Mais ça se fait. Ils savent que vous êtes bon, ils vous font continuer. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font aussi derrière des masters à l'étranger quand ils font un BBA. Comme c'est des programmes qui sont très internationaux, qui sont très reconnus, en fait, à la fin, ils font une dernière année dans une super université à l'étranger et ils vont être diplômés d'université de malade, mais internationale. Par exemple, j'ai un ancien étudiant à qui j'ai pris un café il n'y a pas longtemps. Il me disait, il avait fait il faisait son BBA à l'ESSEC. Pendant son BBA à l'ESSEC, il a fait un an comment ça s'appelle, à San Francisco, ça c'est la honte. Comment ça s'appelle l'université de San Francisco, hyper connue? Euh, Le nom m'échappe. J'ai des bugs hein, ce soir. Je pense que la journée a été longue pour moi. Je suis désolé. Elle a commencé très tôt et voilà. Bon, bref. À Berkeley, pardon. Il était à Berkeley pendant un an. Et là, il continue. Il va finir ses études à Berkeley pendant un an, mais il hésitait à aller à la Bocconi. Donc, vous voyez, au final, il finit avec un diplôme de Berkeley, quoi. Donc, il y a des possibilités quand même assez folles. D'autres questions? N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Je suis là pour vous. Et ben, on va s'arrêter là, cette fois-ci, pour de bon. Je vous remercie pour votre participation. Et voilà, je vous invite à m'appeler si vous avez besoin de plus de précision, exactement. Je vous enverrai aussi demain par mail le lien pour prendre rendez-vous directement avec moi. Mais voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous dès demain avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ce soir et je vous proposerai un rendez-vous demain. J'ai pas beaucoup de disponibilité demain, enfin, j'ai plus beaucoup de disponibilité demain. Et donc, voilà, on fera au mieux pour que ça coïncide. Ok? Là, c'est peu, ouais. Mais bon, on s'en sortira. D'ailleurs, sur le calendrier, vous en verrez peut-être pas du tout, parce qu'il y en a quasiment pas. Ok? Bonne soirée. Au revoir.